Bonjour Océane. Bonjour Xavier. Vous avez donc rencontré l'écrivain américain Bret Easton Ellis il y a quelques jours, c'était vendredi, lors de son passage à Paris. On va le retrouver tout de suite avec vous dans plusieurs extraits de l'entretien que vous avez eu avec lui. Oui, Bret Easton Ellis est cet auteur controversé qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a marqué notamment la génération X avec ce roman American Psycho. On reparlera de ce livre tout à l'heure. Il a publié son premier livre, Moins que zéro, à l'âge de 21 ans en 1982. Puis il a enchaîné avec Les lois de l'attraction, American Psycho, Glamorama, Luna Park et Suites impériales. Et il revient après 9 ans d'absence avec White. C'est un essai cinglant dans lequel il décortique tous les aspects de notre société actuelle. Il s'en moque beaucoup. Il dénonce la tyrannie des réseaux sociaux, la victimisation, l'Amérique de Trump. Il peut paraître un peu réactionnaire comme ça, alors je lui ai demandé si finalement tout n'était pas mieux avant. Je vous propose de l'écouter. Oh oui, je pense qu'on peut dire que tout était mieux avant. Mais même les jeunes générations pensent que les choses étaient mieux avant. Et que ma génération, qu'on appelle les boomers, l'auront gâché. Mon compagnon, qui a au moins 20 ans de moins que moi, lui-même souhaiterait vivre à une autre époque. Il se plaint de la tyrannie des réseaux sociaux, de l'Amérique de Trump, de la victimisation compétitive, comme il aime dire. Le fait que les gens concourent pour être la plus grosse victime. Et je ne sais pas, je pense qu'en effet c'était mieux avant l'arrivée des réseaux sociaux. Les gens étaient plus calmes, moins rageux, moins divisés. Nous avions plus de connexions. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'être connectés, mais c'est faux. Tu es tout seul devant ton écran à parler à un avatar qui est sans doute à des milliers de kilomètres. Je dirais qu'à ce niveau, oui, les choses étaient mieux avant. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? On a quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société aujourd'hui alors? Les réseaux sociaux sont le plus grand souci, mais c'est surtout ce qu'ils engendrent. Ça encourage davantage de moralisme et ça a l'air de se répandre. Tout le monde a une voix, tout le monde a quelque chose à dire. Et celui qui parle le plus fort et qui paraît le plus égoïste est le gagnant. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que les gens redeviennent tous des enfants. Tout le monde veut se sentir en sécurité. On parle de sécurité tout le temps. Tu ne peux pas regarder ça. Il faut se débarrasser de ces graffitis. On ne devrait plus montrer les films de John Hughes. Dans les maisons d'édition, il y a même une personne chargée d'enlever tous les passages les plus sensibles des livres. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'infantiliser la population. Dans votre livre, vous vous êtes beaucoup intéressé à la génération des millennials. Vous écrivez que c'est une génération de chochottes. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Quand j'ai commencé à fréquenter mon conjoint, qui est un millénial, j'ai été choqué. J'étais surpris de constater nos différences. Il était très sensible envers plein de choses qui, moi, me passaient au-dessus. Il s'offusquait et montait dans les tours très vite au sujet de certaines actualités. Et moi, je me disais, mais mon Dieu, c'est la vie. Comment tu peux te mettre dans des états pareils pour des choses qui arrivent à tout le monde? Et il avait beaucoup de sympathie pour les victimes. Ce que je trouvais étrange, car pour moi, une victime doit être capable de se prendre en main toute seule et non encourager la victimisation. Ils doivent au contraire la guérir. Pourquoi se définir à partir de quelque chose qui t'a fait du mal? Et encore plus étrange, pourquoi en parler sur des réseaux sociaux? Regardez-moi, il m'est arrivé ça, je suis blessé, j'ai un traumatisme infantile et je suis qui je suis à cause de ça. Donc, j'ai commencé à l'appeler Chochotte, en rigolant gentiment. On en a ri, et il a commencé à me dire « Oh, mais je sais, je fais partie de cette génération de Chochotte ». Je l'ai donc tweeté en mettant un hashtag « Génération Chochotte ». Mais c'était une blague, il n'y avait rien de sérieux. Sauf que ça a fait du buzz et ça s'est répandu. J'ai même écrit un article à ce sujet dans Vanity Fair. Mais mon livre, je termine en précisant bien à quel point ils me sont sympathiques. Chaque millénial qui lit mon livre oublie ce petit passage et s'offusque.
alors que je vis avec un millénial depuis 10 ans. J'ai compris vos problèmes, mais je ne sais pas, les millénials, peut-être que vous aimez trop vous victimiser et vous oubliez les belles choses que j'ai écrites à votre sujet. Alors, je le répète, la moitié de mes amis sont des millennials. Mon petit ami aussi. J'aime les millennials. Alors dans cet essai White, Bret Easton Ellis revient également sur les débuts de son plus célèbre roman American Psycho, qui met en scène un trader de Wall Street, mais qui est aussi serial killer à ses heures perdues. Des débuts qui n'ont pas été simples. Il a eu énormément de mal à le faire publier. Il était jugé trop gore, trop choquant, avec des scènes de crime beaucoup trop détaillées. Même sa maison d'édition l'a laissé tomber au dernier moment. Alors, il a été racheté, mais le calvaire ne s'est pas arrêté là, parce que toutes les librairies, enfin la moitié des librairies aux États-Unis ont refusé de le mettre en vente. Un scandale que l'auteur n'a pas vu venir du tout. J'étais totalement surpris, et j'en ai parlé dans mon essai White, justement. En fait, un ami l'a lu quand le livre était presque terminé. Il m'a appelé et il m'a dit « Tu vas avoir beaucoup d'ennuis si tu publies ce livre ». Et j'ai répondu « Mais de quoi tu parles? Personne ne va le lire de toute façon ». Pour moi, American Psycho devait être un livre expérimental, et c'est ce qu'il est devenu. Mon prochain roman allait être beaucoup plus grand public. Tout le monde allait pouvoir le lire et l'aimer. Et c'est ce qu'est devenu Glamorama, qui n'avait rien à voir avec American Psycho. Mais American Psycho, pour moi, était un livre étrange. J'étais tout excité de l'écrire, car je me sentais si libre. Je pouvais détailler chaque tenue des personnages, faire des critiques musicales, rentrer dans la tête de Patrick Bateman et le rendre super violent, parler de son fantasme, jouer sur le fait que ce n'est peut-être pas qu'un fantasme, que c'est peut-être réel. Je me disais que ça n'allait pas être un livre populaire, que personne n'allait le lire. Donc, pourquoi j'allais avoir des problèmes si personne n'allait le lire? Et ça a été mon erreur, de ne pas comprendre qu'un livre pouvait offenser des gens. Et ça m'a surpris. Est-ce que vous pensez que si vous aviez écrit American Psycho aujourd'hui, ça aurait été plus facile de le publier? Ça n'aurait jamais été publié, ou peut-être par une maison d'édition parallèle, où tu peux le publier en ligne, et là tu auras des milliers de personnes qui s'offusqueront. Ce n'est pas possible qu'une grande maison d'édition publie ce type de roman aujourd'hui. C'est trop misogyne, trop raciste, c'est trop anti-tout. C'est toujours publié, oui, mais est-ce qu'il le serait en tant que nouveau livre? Non, je ne pense pas. Trump a une place importante dans vos livres depuis le début, et notamment dans American Psycho. Alors je me demandais, qu'est-ce que ça fait de le voir aujourd'hui à la Maison-Blanche? Qu'est-ce que ça me fait? J'imagine que vous faites référence au fait qu'il soit mentionné dans American Psycho plus de 40 fois. C'est la figure paternelle que Patrick Bateman n'a jamais eue. C'est comme son papa. Et Patrick Bateman veut devenir comme lui et veut toujours savoir où il est, dans quel restaurant il mange, quelle soirée il va. Il aimerait devenir son ami. Et c'était une réalité dans les années 80 quand j'ai écrit ce roman et que je traînais avec des gens de Wall Street. Donald Trump était une personne influente et enviée à Manhattan. Il faut se remettre dans le contexte. Il était bien plus jeune, bien plus beau. Il avait de belles femmes autour de lui. C'était un célibataire prospère avant qu'il ne se marie. Et il était même en tête des ventes de livres. Le numéro 1 de l'année pour l'art de la négociation. Les hommes le regardaient et voulaient être lui, ce que je trouvais un peu absurde en 1987 ou 88 quand j'ai écrit le livre. Le mettre dans mon livre, c'était une sorte de blague. Je trouvais ça drôle que Patrick Bateman soit obsédé par Donald Trump. Et j'ai suivi sa carrière au fil des années. Vous savez, j'aimais bien son show, L'Apprenti. Je le trouvais drôle. Vous savez, celui où il dit « vous êtes viré ». Je crois que je me suis libéré de mon irritation envers Donald Trump en écrivant American Psycho. Car je n'avais pas clairement le même seuil d'agacement que les gens ont eu quand il s'est présenté aux élections présidentielles et qu'il les a gagnées. Je l'ai vu comme une sorte de grosse blague, un peu absurde.
Et ce n'était pas la faute de Trump, mais de la nôtre. On lui a ouvert la porte. Ce n'est pas comme si c'était 10 hommes blancs racistes qu'il avait élus et mis à la Maison-Blanche. Il a gagné grâce au vote électoral et 63 millions d'Américains ont voté pour lui. Ce n'est pas comme s'il avait fait un coup d'État. Il a résonné chez les gens. Et ça, c'était perturbant. Mais moins perturbant que les réactions qui s'en sont suivies. Je ne sais pas si la résistance marche réellement, qui sait. Mais je pense que les gens l'observent avec horreur, en se disant qu'il a ruiné nos vies ces 3 dernières années. Mon compagnon pense que sa vie est ruinée à cause de Donald Trump. Et ça, je ne comprends pas. Alors, Bret Easton Ellis était ce week-end à Paris. Il a pu débattre à nouveau avec ses lecteurs. Et cette fois, c'était au salon Fnac Livre. C'était l'invité d'honneur du salon ce week-end. C'est d'ailleurs lui qui a remis le prix Fnac à la lauréate de cette année, Bérengère Cournu, pour son livre de pierre et d'os. Alors, c'était l'occasion, en effet, de le rencontrer lors de forums, lors de signatures et de conférences. Je lui ai demandé s'il connaissait bien la littérature française contemporaine. Une très petite sélection de livres est traduite aux États-Unis. Je suis un grand fan de Michel Houellebecq, sans doute mon auteur européen favori. Et je lis un livre aujourd'hui intitulé « En finir avec Eddie Bellegueule » qui m'a été recommandé et qui, je crois, a été très populaire en France il y a quelques années. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de choix au niveau des nouveaux écrivains français. Cependant, je pense que j'en ai lu beaucoup et j'y prête attention. Laurent Binet, c'est bien un auteur français ? Un de mes livres favoris. Ce n'est pas étonnant que vous parliez de Houellebecq parce que pour nous, c'est un peu votre homologue en France, en fait. Il est bien plus populaire en France que moi, et bien plus populaire que je ne le suis aux États-Unis, donc il gagne. Mais j'adore Michel Houellebecq, et j'ai aimé tous ses livres depuis qu'il a commencé à écrire il y a 20 ans.